Alors, quoi de mieux pour commencer cette conférence qu'une citation pas du tout historique et extrêmement décontextualisée qui provient du film 300 de Zack Snyder, où, après une matinée d'affrontements, le grand roi perse Xerxès demande la reddition des Spartiates sous prétexte que les deux puissances qui pourraient s'entendre auraient beaucoup à échanger, culturellement notamment. D'où la réponse cinglante de Léonidas qui lui dit: vous vous rendez pas compte, mais on a partagé notre culture avec vous toute la matinée. Parce qu'en effet, la guerre est une pratique sociale et culturelle comme les autres qui va être impactée par toute cette série de facteurs qui font des sciences sociales des disciplines si riches. L'idée de cette conférence, c'est de comprendre comment la guerre, qui est un choc physique au sens premier du terme, témoigne aussi d'un choc culturel entre deux sociétés qui se sont constituées sans contact durant plusieurs siècles. Ça montre au final qu'on a affaire à la rencontre de deux nouveaux mondes. Et dans cette présentation, on va rester surtout axé sur l'opposition entre les Aztèques et les Espagnols, mais il faut savoir que les Espagnols ont servi au combat aux côtés d'autres tribus amérindiennes, ce qui pourrait offrir une approche complémentaire. Ils ne sont pas que des ennemis. Et on pourrait étendre également cette réflexion aux autres tribus amérindiennes et aux autres peuples européens, avec évidemment quelques ajustements. Alors, je ne suis pas un spécialiste de cette période, mais pour verser dans la métaphore, disons que j'ai déjà connu le baptême du feu en histoire militaire, d'où l'angle qui nous sert à aborder ce sujet. Je me suis basé pour faire cette conférence sur les travaux d'historiens et d'anthropologues, à l'instar par exemple de Terence Wise, de Ross Hessing ou de John Paul. Ces hommes-là utilisent en majorité des sources espagnoles, ce qui transforme l'essai puisque après avoir dominé sur le champ de bataille, les Espagnols ont dominé l'écriture et l'interprétation de cette histoire. Donc on a besoin de précautions lorsqu'on essaye d'étudier les sociétés amérindiennes au prisme des tribus espagnoles, au prisme des colons espagnols, puisqu'il faut bien retenir que leur victoire s'étend au-delà du champ de bataille, qu'elle a traversé un océan, qu'elle a traversé des siècles pour venir de nos jours encore produire beaucoup de clichés sur lesquels évidemment on va revenir. Un peu de contexte pour commencer. En 1492, les Espagnols découvrent, entre guillemets, l'Amérique, mais cela ne fait pas naître que des relations harmonieuses entre eux et les tribus locales. En sachant que l'Espagne commence à se tourner vers l'exploration et l'exploitation du continent à partir des années 1500 notamment. Les expéditions se succèdent et elles vont faire entrer dans l'histoire certains hommes de nos jours très connus, comme Pizarro ou Ponce de León. Mais surtout un autre, Hernán Cortés, dont je vous partage l'image ici, un homme qui a l'air, comme on voit sur la peinture, très sympathique. Lui, il est plus connu dans les années 1520, où il capture, puis il serait impliqué dans la mort de l'empereur aztèque Moctezuma II. Il s'implique ensuite dans les guerres civiles qui explosent entre les factions aztèques et notamment il est aussi impliqué dans la prise de la capitale aztèque Tenochtitlan en 1521, ce qui marque de facto la fin de cet empire, qui est jusqu'alors la plus grande puissance d'Amérique du Nord. Parce que oui, n'oublions pas, le Mexique est en Amérique du Nord, pas en Amérique centrale et encore moins en Amérique du Sud. Cortés retourne en Espagne en 1528, mais avant, mais aussi en parallèle et après lui, il y a bien d'autres conquistadors qui se font connaître. Donc Pizarro, par exemple, avec sa campagne sous la forme d'une anabase contre les Incas dans les années 1540. Cortés, lui, par exemple, meurt en 1547 et on considère que c'est le dernier grand conquistador à avoir survécu. Alors, au niveau de l'annonce de plan, on va vraiment entrer dans le concret juste après une analyse un petit peu distanciée sur les effectifs et sur la place de la guerre dans ces sociétés, en sachant que je laisse aussi de côté la polyorcétique, c'est-à-dire l'art de la guerre de siège, alors que pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le but est d'avoir une présentation en temps limité, je veux dire, malgré l'intérêt que représente culturellement la pratique de la guerre de siège. Alors ce choc culturel du combat entre les Aztèques et les Espagnols, il est d'autant plus important qu'au final il est numériquement relativement limité, et voire même parfois assez rare, étant donné la maigreur des effectifs que les Espagnols vont engager dans une population qui à l'origine est particulièrement vaste. Par exemple, Cortés, en fonction des moments lors de ses expéditions, il a sous son commandement entre 400 et 800 Espagnols, ce qui est déjà une très belle expédition. Mais ce n'est qu'une toute petite goutte dans l'océan démographique que représente l'Empire aztèque, qui à son apogée est capable d'aligner des armées qui au total semblent avoisiner les 400 000 hommes simultanément, ce que les rapports archéologiques semblent confirmer. Rapport qui aussi expliquerait qu'une armée de 100 000 hommes aurait pu être levée. Pour attaquer Tenochtitlan, Cortés et ses 800 hommes sont confondus dans une armée coalisée d'Amérindiens qui peut aligner entre 30 et 40 000 combattants. Et les sources reprennent régulièrement en fait cette idée
et elles établissent assez souvent ce parallèle d'environ un Espagnol pour 20 Amérindiens. Donc dans les armées coalisées, les Espagnols forment en fait une troupe d'élite dans une armée mixte, une minorité, mais une minorité qui a l'initiative de la décision, notamment grâce à sa formidable efficacité au combat. Et ça, en soi, c'est déjà un premier choc, une forme d'oligarchie martiale qui se constitue, qui surplombe une plèbe beaucoup plus colossale en nombre. Les Aztèques, ils ont fondé leur puissance militaire et leurs victoires, qui sont nombreuses, sur le pilier numérique. Je reprends ici la phrase d'un influenceur qui s'est essayé en fait à définir en une seule phrase seulement les grandes puissances médiévales. Et il a dit au sujet des Aztèques: au début du Moyen Âge, les Européens auraient dû se considérer comme chanceux d'être à un océan de distance de l'Empire aztèque et de son énorme potentiel militaire. Et ça, c'est une pensée qui d'ailleurs a beaucoup inspiré dans la culture de fiction. Qu'est-ce qu'il se serait passé si c'était l'inverse et que c'était les Amérindiens qui avaient découvert l'Europe? Mais là, c'est entré dans de l'histoire hypothétique et nous, en histoire, on déteste ça, puisqu'on galère déjà bien assez à étudier le vrai passé pour ne pas avoir envie de se créer des passés hypothétiques parallèles. Mais alors, pourquoi se battre? Pourquoi faire la guerre dans ces sociétés? Premièrement, ce sont deux cultures qui accordent une place importante au fait martial. Au combat, il ne faut pas avoir ce sentiment qu'une troupe d'Espagnols assoiffés de sang va s'en prendre à de pauvres Amérindiens qui seront des victimes. Le monde aztèque est un monde violent, presque perpétuellement en guerre, c'est une culture relativement expansionniste. Les Aztèques organisent des combats qui sont dignes de la gladiature romaine. Leur dieu principal de leur panthéon est à la fois le dieu du soleil et le dieu de la guerre, il s'appelle Huitzilopochtli. Et les Aztèques sont nombreux à servir comme mercenaires, que ce soit pour d'autres empires amérindiens, mais aussi pour les Espagnols. Cependant, il existe une nuance, on le verra après, mais les Espagnols sont plutôt des combattants semi-professionnels, des soldats, quand les Aztèques sont plutôt, eux, des guerriers, dans une société qui a une culture martiale prononcée. Et il n'existe chez eux qu'une petite minorité de soldats professionnels. Mais alors pourquoi faire la guerre? Et là, il existe, eh bien, chez ces sociétés, une première différence culturelle qui est aussi due au contexte. Les Espagnols en Europe font la guerre pour des motifs politico-économiques. Leur objectif est d'asseoir leur présence dans un territoire qu'ils revendiquent mais qu'ils ne contrôlent pas. Et ça, ils l'exportent lorsqu'ils se rendent en Amérique. Et c'est d'ailleurs notamment le propre de ces empires coloniaux balbutiants, comme le sera par exemple la Louisiane française ensuite. La guerre sert à marquer les corps et les esprits pour permettre l'installation d'une petite minorité colonisatrice dans une position oligarchique. Les Aztèques, eux, ont une vision un peu différente de la guerre. Ils font aussi la guerre pour des motifs politiques et expansionnistes. Mais avec un supplément, on va dire, qui est régulier dans le monde amérindien, il y a aussi une forme de guerre par tradition. Puisque nos ancêtres se battaient contre telle tribu, nous aussi, on va continuer. Il y a également une forme de guerre chez les Amérindiens qui sert en fait à capturer des biens de valeur, mais aussi, vu que c'est une société guerrière, la guerre représente une étape sociale dans la vie d'un homme. L'objectif initial dans la guerre chez les Amérindiens n'est pas forcément de tuer. Il ne s'agit que d'un moyen de réussir l'expédition guerrière. Et les Amérindiens critiquent souvent la propension qu'ont les Européens à verser le sang, ce qui leur semble parfois assez gratuit. Chez les Aztèques, en parallèle, la guerre se double aussi d'une dimension socio-religieuse. À savoir donc que le dieu solaire aztèque, Huitzilopochtli, se serait sacrifié pour former le soleil, et en échange, il demande des sacrifices humains pour se nourrir. Et pour cela, les Aztèques ont besoin de captifs, captifs dont la guerre est le plus grand pourvoyeur. Ce qui fait qu'on assiste à une pratique massive de la capture au combat, sur laquelle on va revenir puisqu'elle a un impact tactique indéniable. En sachant que la pratique de la capture est loin d'être inconnue en Europe, capturer un seigneur sur le champ de bataille au Moyen Âge pour le rançonner se faisait beaucoup. Mais comment se battre à l'époque? Eh bien, les Aztèques et les Espagnols disposent chacun d'un art guerrier différent de l'autre, mais qui n'est pas moins méritant. Et là, je vous propose que nous aussi, on entre dans la mêlée, qu'on se précipite et qu'on aille voir qui sont les deux combattants qui vont dans l'arène s'affronter face à nous. L'affrontement entre Aztèques et Espagnols, comme on l'a dit, c'est l'affrontement entre le guerrier et le soldat. Et dans le coin rouge du ring, on fait apparaître justement notre premier combattant, le challenger, le conquistador, ici au sens large du mot. Le conquistador, il a un profil social particulier. Ce sont en majorité des vétérans des guerres européennes ou des guerres dites de la reconquête. Alors, entre guillemets, encore une fois, puisque, comme le dit un enseignant de l'Université de Bretagne Sud, encore aurait-il fallu que ce territoire appartienne déjà aux Espagnols avant.
Ce sont des soldats rudes, souvent entraînés, expérimentés, confiants même lorsqu'ils sont gravement en sous-nombre. Ce sont de véritables brotteurs et spadassins démobilisés qui cherchent à rentabiliser leur savoir-faire. Leur entraînement et leur expérience ont enraciné chez eux une forme de supériorité morale. À cela, vous ajoutez aussi quelques ambitieux qui veulent s'enrichir, se faire une réputation, en particulier de jeunes nobles désargentés qui sont loin des perspectives de succession. Et puis également, vous ajoutez quelques marins, des désabusés, éventuellement quelques criminels qui n'ont rien d'autre à perdre que d'en quittant l'Espagne. Une portion aussi d'aventuriers dans l'âme, quelques intellectuels, ils sont relativement rares, mais on assiste notamment à la présence de cartographes dans les expéditions espagnoles. Et donc tous ces hommes sont abreuvés par un état d'esprit conquérant qui est abondamment amplifié par les rumeurs, comme celles que vous connaissez peut-être des cités d'or, et aussi par les théories scientifiques de l'époque. La controverse de Valladolid, qui secoue justement le monde ibérique, se demande à l'époque sincèrement si les Amérindiens, sont des hommes ou non. Ce faisant, les Espagnols, lorsqu'ils sont au combat en Amérique face à l'Empire aztèque, ils ne peuvent espérer que la victoire ou la mort, notamment lors d'événements assez spectaculaires durant lesquels les chefs des expéditions détruisent les navires pour que l'expédition en tant que telle ne puisse dépendre que de son commandant, ce qui assure une forme de fidélité certes forcée, mais relativement puissante. L'Espagnol doit donc vaincre pour survivre. Il a pas toujours des attaches locales, parfois une épouse et quelques enfants, mais ces unions, au début notamment, au début du XVIe siècle, sont relativement prohibées, en théorie en tout cas. Les Espagnols présentent donc une forme d'homogénéité au combat, homogénéité qui fait un peu défaut à leurs opposants. Ce faisant, assistons donc à l'entrée dans l'arène du combattant et du champion en titre, le combattant aztèque, ou plutôt les combattants. Puisqu'en effet, les armées aztèques de l'époque ont un profil bien plus composite. Ce sont des armées qui sont composées en majorité de paysans levés en masse et d'une petite élite guerrière remarquée qui les efface totalement. Pourtant, tous les hommes dans l'Empire aztèque ont, en théorie, accès à l'origine au même processus de recrutement. Une forme d'éphébie qui est ouverte à tous, mais dans lesquelles les élites sont favorisées. Ce recrutement commence dès l'adolescence et les Aztèques ont des sortes d'écoles militaires où ils effectuent des travaux pour la communauté, où ils s'entraînent physiquement, où ils forgent un esprit de corps. Ils apprennent aussi à utiliser des armes de base et lorsqu'ils sont déclarés aptes au service, ils commencent comme porteurs dans les armées pour des guerriers plus expérimentés qu'eux, en sachant qu'on assiste à environ la présence d'un porteur pour deux combattants. Mais le système d'ascension sociale dans les armées aztèques n'est pas rigide, il est au contraire relativement fluide et il repose quasiment en son intégralité sur le nombre de captifs pris au combat par le guerrier, en sachant qu'il existe des brimades pour ceux qui n'arrivent pas à capturer des ennemis, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Chez les Aztèques, la grande masse des combattants est occultée dans les témoignages et dans l'importance tactique qu'on accorde aux guerriers d'élite. On l'a vu, la majorité des guerriers, ce sont des combattants avec leurs fils. Mais ce ne sont pas pour autant des troupes incapables, loin de là. Ce sont des hommes qui sont entraînés d'une manière générale dès l'enfance, à la chasse par exemple, notamment ceux qui viennent du monde rural, ce qui leur fait acquérir une forme de rusticité qui est importante dans la vie en campagne et au combat, mais aussi des aptitudes certaines au combat à distance et au corps à corps, ainsi qu'une capacité à lire l'environnement. Ces hommes-là, une fois qu'ils ont fini leur service militaire, s'entraînent dans une relative autonomie. Ils peuvent donc former des troupes légères capables, mais ils manquent d'équipement et d'entraînement pour soutenir une mêlée prolongée. Ils n'ont pas non plus le moral nécessaire pour soutenir une mêlée prolongée, puisque, contrairement aux conquistadors, eux, ils n'ont pas un intérêt particulier pour le combat. C'est pour cela que dans l'art de la guerre aztèque, le cœur de la mêlée est réservé aux soldats les plus aguerris qui ont déjà capturé des hommes au combat. Mais aussi et surtout à ce qu'on appelle les Coatlicue, c'est-à-dire ceux qui sont voués au combat éternel, c'est-à-dire les soldats professionnels de l'armée aztèque. En sachant que le nom de Coatlicue en français a été détourné, francisé en le mot cacique, cacique qui sert de nos jours à désigner un chef de tribu, comme par exemple le cacique Raoni, qui est l'un des grands défenseurs de l'environnement dans le monde sud-amérindien. Alors, quelle proportion par contre entre les guerriers professionnels et les guerriers venus du monde paysan? Là, c'est assez difficile à savoir. Selon les chercheurs, on est plutôt à 2 guerriers pour un porteur et quelques paysans.
Ce qui veut dire que les troupes aguerries forment donc une minorité dans les armées aztèques, ce qui les sépare de facto des Espagnols. Et puis il faut rajouter aussi dans les armées aztèques du clergé, savoir qu'il y a une partie de clercs du clergé amérindien qui participe aussi physiquement aux batailles. Au niveau de l'équipement et de l'accoutrement, ainsi que de l'armement, on assiste à une différence de taille entre les armées aztèques et les armées espagnoles. Là, ici, le choc culturel entre ces deux sociétés est particulièrement visible. Chez les Amérindiens, notamment chez les Aztèques, au combat, on a un recours massif aux bijoux, y compris faciaux, au maquillage, à la décoration, à l'accessoire, notamment grâce aux plumes qui sont relativement légères et qui ne sont pas trop lourdes à porter ni n'encombrent pas trop le combattant, par exemple dans le cadre d'équipements dorsaux. Les tenues ne servent pas, dans l'armée aztèque, à différencier les unités, mais les rangs des guerriers en sachant que du coup, il y a une grande variété d'uniformes et de tenues qui vont être portés sur le champ de bataille, notamment avec ce qu'on appelle la pratique de l'uniforme trophée. On l'a dit, le but chez les Aztèques, c'est de capturer l'adversaire au combat, et c'est là-dessus que la hiérarchie et la gloire militaire vont se reposer. Et c'est là-dessus que va se fonder justement cet équipement vestimentaire différencié. Je vous prends quelques exemples justement. À partir de la capture de deux ennemis, le combattant aztèque est autorisé à porter le Quetzalcoatl, une tenue qui rappelle en fait un peuple vaincu par les Aztèques. Et il est d'ailleurs possible que cette tenue ait servi de modèle pour les gardes de l'empereur Cusco, même si dans ce dessin animé il s'agit d'Inca et pas d'Aztèques. À partir de la capture de quatre ennemis, le combattant aztèque peut porter la tenue de guerrier jaguar avec un casque. Les guerriers jaguars sont parmi les plus connus des combattants aztèques, parmi les plus renommés, parmi aussi les plus honorés. Et visiblement, mais c'est un peu flou, s'ils disposent dans leur lignage d'un certain degré de noblesse, ils peuvent rejoindre non pas les guerriers jaguars, mais les guerriers aigles, qui est une société militaire parallèle, mais à la fonction similaire. À partir de la capture de 5 adversaires, le guerrier aztèque est autorisé à porter le Tlahuizitli vert à plumes. Et en sachant qu'en parallèle, il existe aussi une hiérarchie de costumes pour les prêtres qui leur est propre, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que je pense que je me suis déjà suffisamment ridiculisé à essayer de prononcer des noms aztèques. En sachant qu'il y a encore à côté une caste à part, qui est celle des guerriers professionnels qui acceptent de rejoindre ce qu'on a vu qu'on appelle les Quatzique. Ces guerriers-là vont porter un costume très caractéristique avec une dominante jaune, révélatrice et qui provoque la terreur. Ils sont régulièrement comparés aux berserkers des univers germaniques et nordiques. En sachant que c'est un peu flou pour les Européens en tout cas de nos jours et pour les historiens, puisque les guerriers aigles et jaguars étaient eux-mêmes déjà considérés comme des guerriers semi-professionnels. Ce faisant, les troupes de base de l'armée aztèque passent inaperçues dans les sources, en partie aussi parce que c'était un petit peu le cas sur le champ de bataille. Les mémoires de ceux qui ont écrit en fait l'histoire de ces combats-là se sont bloqués, se sont fixés sur les éléments les plus visibles, sur ce qui a le plus marqué les esprits, et notamment donc sur les guerriers les plus combatifs à l'accoutrement qui, à l'époque, pour les Européens, pouvaient sembler le plus exubérant. Ceux aussi qui étaient le mieux équipés et qui vont pouvoir tenir jusqu'au corps à corps et rester dans la mêlée. Parce que en tant que chroniqueur espagnol, par exemple, si vous racontez vos souvenirs, qu'est-ce que vous allez retenir? Le fait que vous avez vaincu une sorte d'énorme poussin jaune, ou bien qu'une sorte de pan humain a essayé de vous dévisser la tête à coups de massue. Mais vous n'allez pas retenir le fait que derrière, il y avait des guerriers 3 à 4 fois plus nombreux qui étaient là en soutien. Même principe pour les Espagnols, les rares sources amérindiennes dont on a disposition parlent quasiment en permanence de eux sur le champ de bataille, mais jamais de leurs auxiliaires amérindiens qui étaient pourtant au combat avec eux. Alors en sachant qu'il faut quand même apporter une petite précision sur la colorimétrie, parce que on aime bien, notamment à l'époque, tourner en ridicule le vestimentaire des Aztèques, attention, cette colorimétrie peut être relativement similaire entre l'Europe et l'Amérique à l'époque. L'époque n'est pas à la recherche de la discrétion. Visuellement, même si le vestimentaire est un choc pour les Européens et qu'ils essayent donc de ridiculiser ces tenues portées par les combattants aztèques, au final, ils ont été confrontés aussi à des choses aussi exubérantes. Je vous mets par exemple ici en image des tenues de Lansquenet en comparaison. On peut voir aussi que c'est pimpant au niveau des couleurs. Les conquistadors, eux, avaient des tenues relativement plus sobres, plus simples,
pas vraiment d'uniforme, ils s'habillaient eux-mêmes et il leur arrivait régulièrement d'adopter des vêtements locaux par choix, par goût, par simplicité pour en trouver, mais aussi par efficacité, puisque c'est compliqué de trouver un tailleur espagnol en plein cœur d'un empire méso-amérindien. Au niveau des protections, la confrontation entre ces deux cultures et leurs techniques apparaît bien. La métallurgie n'est pas inconnue des Amérindiens, qui ont plusieurs siècles d'entraînement dans le domaine de l'orfèvrerie, mais leurs pratiques et leurs techniques ne sont que très rarement appliquées dans l'équipement défensif. Ils n'ignorent pas le concept d'armure, bien au contraire. Les combattants aztèques se protègent notamment avec des vêtements, on va dire, qui vont s'intégrer dans le vestimentaire, dans l'uniforme trophée dont on a parlé juste avant. Les Amérindiens, à l'époque, notamment de l'Empire aztèque, peuvent porter des armures de coton qu'on appelle les Wishkawipili, qui sont très communes, presque tous les guerriers en portent. Ils ont également souvent un bouclier avec eux qu'on appelle le chimali, qui équipe donc la majorité, encore une fois, des combattants amérindiens de l'Empire aztèque. Une coiffure en chignon qui sert en fait à atténuer les coups portés au crâne et donc la possibilité d'être capturé, mais qui sert aussi parfois, on va dire, en complément avec le port d'un casque, souvent en bois, casque qui est souvent décoré avec des formes d'animaux comme le jaguar, l'aigle ou le lézard. Et globalement, en fait, cet arsenal de coups sert plus à atténuer, cet arsenal défensif sert plus à atténuer le coup qu'à l'empêcher. Et là, ça introduit une différence avec les Espagnols, où les protections portées sont plus élaborées. Le portrait dressé des Espagnols par les Amérindiens parle peu de leur armure en dehors du champ de bataille. En effet, les insectes viennent s'y loger, il fait chaud, il fait humide, par exemple dans la jungle, et les armures doivent être entretenues. Mais les armures en question qui sont portées chez les Européens et chez les Espagnols en l'occurrence font débat. Les chefs d'expédition ont un budget relativement limité, ce qui fait que l'équipement des Espagnols n'est pas aussi souvent important ni développé qu'on ne le croit. Les combattants espagnols portent très souvent des casques qui sont fréquents mais qui sont plus simples que ce qui est imaginé. Par exemple, ils ne portent pas souvent le morion, qui est assez connu. Ils mettent par contre tout ce qu'ils peuvent porter avant une bataille rangée. Et évidemment aussi, cela va dépendre de leur rôle sur le champ de bataille. Un arquebusier portera un équipement plus léger qu'un combattant de première ligne, puisque ce ne sera pas son objectif de prendre des coups, et qu'il va devoir peut-être avoir plus de mobilité pour venir se réfugier derrière ses camarades. On en parlera tout à l'heure. Le plus commun, ce qui semble en tout cas le plus commun chez les Espagnols, c'est le port d'une coiffe rembourrée et éventuellement d'un casque, et aussi souvent d'une armure, mais sur le torse uniquement, voire parfois simplement d'une armure de coton amérindienne. Quelques Espagnols plus fortunés vont être équipés de cottes de mailles ou de brigandines pour les plus riches. Le bouclier par contre est très fréquent, qu'il soit fait en bois et ou en métal, et l'avantage c'est qu'il protège relativement bien contre les flèches autochtones. Les plus équipés dans les armées espagnoles et dans l'expédition, ce sont les cavaliers, qui sont en fait les plus riches, et en plus c'est le cheval qui porte, donc ils peuvent se permettre de s'équiper plus lourdement avec des armures de 3/4 qui les rendent pratiquement invulnérables tant qu'ils ne sont pas désarçonnés. Alors au niveau de cet équipement défensif, on pourrait se rendre compte qu'il commence déjà à y avoir une différence. On pourrait se dire que les Espagnols sont peut-être déjà un peu plus avantagés que leurs homologues amérindiens. Mais c'est déjà moins choquant concernant l'armement. On a souvent tendance à surclasser les Espagnols par rapport à leurs opposants, et ça c'est à remettre en cause absolument. Les Aztèques sont équipés d'armes de bois, d'os ou d'obsidienne. Les haches et les massues sont très répandues puisqu'elles sont faciles à produire, et puis puisque la massue permet en fait d'assommer l'ennemi, donc de le faire prisonnier, ce qui lui donne de l'intérêt dans la société aztèque. Certains combattants portent également une sorte de lance d'obsidienne qu'on appelle le tepostopili, mais l'arme principale, l'arme des armées aztèques, celle qu'il faut retenir car elle est la plus commune, c'est ce qu'on appelle le maquahuitl, qui est une sorte de mélange entre une massue et une épée. C'est vraiment THE arme aztèque de référence. Une sorte de masse à double tranchant d'obsidienne, avec des versions à une main ou à deux mains, même si les versions à deux mains semblent quand même moins communes. Les Espagnols disent qu'un maquahuitl a la puissance nécessaire pour décapiter un cheval en un seul coup. Ce qui est curieux d'ailleurs quand on y pense, puisque c'est une arme qui n'est clairement pas faite pour capturer, qui est vraiment prévue pour mutiler ou pour tuer. Ce qui montre que la guerre, chez les Amérindiens, y compris chez les Aztèques, n'est pas que dans l'objectif d'aller faire des prisonniers.
À distance, les Aztèques sont équipés d'arcs en une pièce de bois qui ont une capacité pénétrante relativement faible, malgré l'utilisation de flèches excessivement longues par rapport à ce qu'on trouve en Europe à l'époque. Certains sont équipés de sarbacanes qui ont la possibilité d'être empoisonnés, mais c'est relativement peu pratique sur le champ de bataille et ce sont des armes qui manquent très clairement de puissance d'arrêt. Par ailleurs, certains combattants aztèques sont équipés de bolas et de frondes, et contrairement à ce qui est souvent pensé, la fronde est bien plus meurtrière que l'arc, et c'est une arme qui effraie bien plus les conquistadors, puisqu'elle peut porter des dégâts contondants malgré le port d'une armure. Mais aussi, je veux dire, les Aztèques disposent dans leurs unités de tir d'unités équipées de javelots avec différentes déclinaisons. Certains avec des plumes pour la stabilité, certains avec des pointes barbelées pour créer des plaies plus profondes, mais aussi et surtout certains combattants sont équipés de javelots avec un propulseur qu'on appelle l'atlatl, en sachant qu'un propulseur de 60 cm sert déjà à décupler près de 20 fois la force d'un lancer au bras seul. Et un propulseur, d'ailleurs, qui sont souvent décorés, qui viennent des objets prisés chez les Aztèques. Alors ces propulseurs, par contre, nécessitent un entraînement long et régulier. Ce sont donc des armes qui sont réservées à des soldats plutôt expérimentés, en sachant que selon les chroniques espagnoles, un javelot lancé avec un propulseur a amplement suffisamment de puissance pour transpercer de part en part un cavalier et son armure, en sachant que ce genre de propulseurs ont été trouvés par les archéologues depuis les tribus paléo-amérindiennes, et donc ce sont littéralement des armes préhistoriques, mais qui restent quand même très efficaces. Et alors justement, c'est souvent quelque chose en fait que l'on reproche. Lorsqu'on parle de la conquête de l'Amérique par les Espagnols notamment, on a l'impression d'avoir un choc entre des médiévaux, des modernes, contre des préhistoriques. Et ça, c'est à relativiser très lourdement. Parce que si ce n'est au travers de leurs armures, en quoi les Espagnols auraient-ils l'avantage? On peut se dire pour commencer, les Espagnols ont l'avantage puisqu'ils disposent d'armes à feu. Alors les arquebuses, attention, ce sont des armes précieuses au propre comme au figuré, des armes qui coûtent cher, qui nécessitent des pièces techniques et des composants qui posent des problèmes de logistique, des armes qui certes s'améliorent à l'époque progressivement, mais qui sont quand même encore très imprécises. Il est dur de viser correctement avec une arquebuse au-delà d'une trentaine de mètres, et c'est encore pire dans la situation réelle du combat. Pour qu'elles soient vraiment efficaces, les arquebuses, on a besoin de volées massives qui servent en fait à stopper les opposants. Ce sont des armes par ailleurs qui sont lentes à recharger, plus d'une minute pour un combattant expérimenté, ce qui fait qu'elles tirent près de 6 fois moins vite qu'un arc. Alors quel intérêt dans ce cas-là d'avoir une arquebuse? Eh bien les arquebuses gagnent leur lettre de noblesse en Europe puisqu'en fait elles peuvent percer les armures les plus lourdes portées par les chevaliers les plus riches. Sauf que les Aztèques n'ont pas énormément d'armure sur eux, si ce n'est leur armure de coton et de bois. Par ailleurs, en plus de ça, le climat humide et tropical, par exemple, peut accentuer le risque de long feu. Lorsque l'on tire avec une arquebuse, la poudre brûle les yeux, les tireurs notamment, qui régulièrement peut être mis en difficulté lorsqu'il doit recharger au bout de plusieurs tirs. D'ailleurs, il y a une scène qui est relativement bien faite dans la série Conquistador Adventum où vous voyez justement un groupe de conquistadors isolés qui sont en train d'essayer de recharger leur arquebuse pendant que des guerriers amérindiens commencent à les encercler. Et justement, on voit bien à ce moment-là le sang injecté dans les yeux du tireur, le stress qui fait qu'il a du mal à recharger, la visée n'est pas non plus évidente. En sachant aussi que l'arquebuse, souvent on dit que c'est une arme impressionnante puisqu'à l'époque elle fait du bruit sur le champ de bataille. Mais cette réputation du bruit a été amplifiée et exagérée. Il est vrai que l'arquebuse fait du bruit, et il est vrai que la première fois que les combattants amérindiens y sont confrontés, ça les choque un petit peu quand même. Mais ce bruit au final est presque sourd dans le tumulte d'une bataille rangée. Et donc, certes, le bruit et le pouvoir pénétrant de l'arquebuse ont été utilisés, mais pas autant que ce qui est souvent dit. Cependant, les Européens et les Espagnols restent jaloux de la prérogative qu'ils ont à pouvoir faire parler ce qu'on appelle le bâton tonnerre, et ils se gardent au mieux de partager ces secrets jusqu'au XIXe siècle. En pratique, au final, au combat à distance, les Espagnols utilisent bien plus souvent l'arbalète que l'arquebuse, mais l'arbalète qui est un petit peu la grande ignorée de cette histoire. Par ailleurs, on se dit aussi que les Espagnols disposaient d'armes de facture bien supérieures à celles des Aztèques, qui sont du coup en fer et en acier. Oui, mais cependant, il est vrai que la pierre d'obsidienne n'a pas la résistance au choc et à l'usure d'une lame de Tolède. Cependant, elle est suffisamment puissante pour pouvoir trancher un homme en deux, donc en soi,
L'équipement des combattants ne présume pas forcément qu'un combattant va en dominer un autre. Mais, cependant, là on peut ajouter une idée qui vient de ma propre réflexion, de mes propres recherches, mais que je ne peux pas évidemment certifier parce que je ne suis pas un archéologue spécialiste des Aztèques. L'armement espagnol, il est pensé en fait pour la cohésion, pour l'interopérabilité. Au contraire de l'équipement des Aztèques, de leur équipement on va dire individuel, au propre comme au figuré. Les Espagnols ont un équipement qui est prévu pour la bataille rangée et qui peut s'utiliser en supplément en combat individuel. Ils ont donc un équipement de soldat, pas un équipement de guerrier. C'est-à-dire que l'épée ou la rapière a l'avantage de l'estoc dans le combat en formation, tout comme la hallebarde ou la pique. Idem hein, donc, pour ces hallebardes qui sont vraiment en fait de véritables couteaux suisses de la guerre et qui leur donnent une allonge très supérieure à l'ensemble des armes dont disposent à l'époque les Aztèques. Par ailleurs, les Espagnols introduisent en Amérique le pistolet, qui est perturbant, parce que tout comme l'arquebuse, il a un pouvoir pénétrant important et il fait du bruit, il dégage beaucoup de fumée, mais en plus il s'utilise dans un contexte de proximité. Les Espagnols introduisent également l'ambidextrie, ce qu'on appelle la fameuse escrime espagnole, avec donc une dague dans la main gauche, une rapière dans la main droite, puisque à ma connaissance, bon, ça n'a jamais été étudié, mais on n'a aucune représentation d'Amérindiens ambidextres, si ce n'est Magua éventuellement dans le dernier des Mohicans. Et au combat, être confronté à un guerrier habitué à l'ambidextrie, c'est extrêmement déstabilisant. Mais bien évidemment, cet argument-là, il est bien moins important que l'interopérabilité qu'on a évoquée juste avant. Donc en fait, en soi, la domination des Espagnols sur les Aztèques ne tient pas aux caractéristiques intrinsèques de leur équipement et de leur armement, mais sur la façon plutôt dont ils vont l'utiliser tactiquement. Et justement, les tactiques représentent elles aussi un choc culturel dans l'art de la guerre espagnol et aztèque. À savoir qu'en dehors de la pratique de l'embuscade, les Aztèques ont une façon de faire la guerre qui est relativement peu variée sur le champ de bataille, notamment puisque les armées aztèques sont nombreuses et donc elles sont difficiles à gérer de façon précise. Et c'est un peu compliqué d'adopter des tactiques, on va dire, exotiques. D'une manière générale, lorsque deux armées aztèques s'affrontent, la bataille commence tout d'abord par une série d'insultes, de provocations, d'exhibitions, de mise à mort de prisonniers et parfois même visiblement de cas de cannibalisme. Le but, c'est simplement de démoraliser l'adversaire. Les armées vont ensuite échanger des volets de projectiles tirés à une cinquantaine de mètres, le but étant d'affaiblir l'ennemi, éventuellement de l'inciter à attaquer. Et ensuite, les troupes de corps à corps s'approchent, soutenues par les escamoucheurs. Et là, eh bien, c'est la pratique de la charge qui sert à mener à la mêlée par le choc. C'est souvent une charge frontale dont le but est de briser la ligne de bataille de l'adversaire pendant que d'autres troupes sur les côtés vont essayer de flanquer. Cette charge, on va dire le cœur de l'armée aztèque, va être confiée aux Quatzique, qui sont derrière suivis immédiatement par les guerriers semi-professionnels expérimentés qui vont être là pour exploiter la brèche, exploiter le choc qui a été créé. Et ensuite, on assiste à une série de corps à corps, une forme de multiplication de combats individuels simultanés plutôt qu'une lutte en formation unie. Pourquoi autant d'initiatives individuelles? Eh bien, puisque rappelez-vous, l'objectif c'est de capturer l'adversaire sur le champ de bataille, ce qui veut dire que le guerrier en fait intervient au combat avec des porteurs derrière lui ou avec des auxiliaires qui vont arriver avec des cordes pour sécuriser les captifs des combattants qu'il aurait réussi à blesser ou à assommer. Donc les armées aztèques sur le champ de bataille sont relativement lentes et immobiles, notamment puisqu'elles doivent surveiller tout un cheptel de prisonniers. En face, les Espagnols, eux, ils apportent sur le champ de bataille une façon de faire la guerre qui a été réfléchie et qui a maturé sur des siècles et des siècles de guerre européenne, à savoir le combat d'infanterie en ordre serré, dans lequel la discipline et la coordination forment en fait la clé de la victoire. Les Espagnols disposent d'un plus grand éventail de possibilités tactiques puisqu'ils ont plus de diversité dans leur équipement, dans leur interopérabilité. Tout d'abord, dans l'idéal, évidemment, là je vous décris, on va dire, la façon de faire des Espagnols dans l'idéal. Au combat, c'est toujours un peu plus compliqué. Tout d'abord, les tireurs entrent en jeu. Donc on envoie des volées d'arquebuses les plus massives possibles, le but étant de créer un impact sévère dans la formation en face, parce qu'à l'époque, un projectile d'arquebuse peut transpercer un homme s'il n'est pas convenablement équipé. Et derrière, vu que ces arquebuses sont lentes à recharger, pendant que les arquebusiers donc rechargent, les arbalétriers ou des archers interviennent pour tirer et essayer de protéger, et essayer de tuer aussi en attendant.
Les épéistes et les hallebardiers forment eux un rideau de lames derrière lesquels les tireurs viennent se réfugier lorsque l'ennemi approche, en sachant qu'une fois mis au centre de cette formation, ils peuvent continuer à essayer de tirer par-ci par-là au travers des interstices créés par les combattants. Ça, en fait, on en reparlera un petit peu après, ça vient notamment de la technique des tertios, pardon, excusez-moi. Cette tertios, justement, ce sont les, le mode d'organisation de l'infanterie espagnole de la Renaissance notamment, qui se développe au XVIe et au XVIIe siècle. Les tertios, ce sont les maîtres des champs de bataille dans les années 1550 à 1650, comme les décrivait par exemple Jacques Bénigne Bossuet lors de la bataille de Rocroi, donc en 1643. Restait cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, dont les gros bataillons serrés, semblables à autant de tours, mais à des tours qui sauraient réparer leurs brèches, demeuraient inébranlables au milieu de tout le reste en déroute et lançaient des feux de toutes parts. Donc en fait, les Espagnols forment le cœur de l'armée coalisée et ils vont être entourés au combat de troupes amérindiennes. Et ce cœur de l'armée coalisée est mis en confrontation avec le cœur de l'armée aztèque et il le bat. Puisque justement les Aztèques manquent peut-être de cet esprit de corps, notamment à cause de la grande place qu'ils accordent à leur aristocratie guerrière, grande place, c'est-à-dire podium qui au final les dessert. En parallèle, les Espagnols disposent d'atouts qui sont sans adversaire dans l'armée aztèque. Le premier, c'est l'artillerie. Alors, l'utilisation des canons est relativement rare durant les expéditions espagnoles, quelques pièces seulement, souvent d'un calibre relativement modéré, mais ces canons peuvent porter la mort bien au-delà de ce qui est connu des armées aztèques. Ils sont bruyants et ils gênent la mise en place de l'armée amérindienne. Et lorsque l'adversaire s'approche, l'utilisation de la boîte à mitraille s'avère particulièrement dévastatrice. Autre atout non négligeable des Espagnols, ceux que les Aztèques appellent les grands chiens, à savoir les chevaux. Le cheval n'est pas introduit en Amérique par les Espagnols, il est réintroduit puisqu'il existait en Amérique mais qu'il avait disparu à cause de chasses trop intensives. Les chevaux ne sont pas très nombreux dans les expéditions espagnoles parce qu'il y en a pas sur place, ils sont délicats à élever en campagne, on n'a pas de tradition locale sur laquelle s'appuyer, donc on va dire pour les expéditions, les chevaux c'est uniquement de l'import. Et leur rôle ne doit pas être exagéré. Mais néanmoins, les chevaux donnent l'avantage aux armées aztèques de la mobilité et de la vitesse tactique sur le champ de bataille. La cavalerie, c'est une arme tactique à manier avec prudence. Souvent, il est préférable d'avoir un terrain plat et pas trop forestier. Les cavaliers espagnols vont avoir d'ailleurs plusieurs fonctions, plusieurs rôles qui seront ajustables en fonction de la situation. Ils peuvent servir de force de distraction, de force de harcèlement ou également de troupe de choc. La cavalerie est déjà très puissante en Europe, elle l'est encore plus en Amérique, puisque les armées amérindiennes n'ont pas souvent de corps de lanciers constitués à leur opposé. Et supporter la charge d'une unité de cavalerie, c'est déjà délicat pour des Européens habitués aux chevaux, c'est probablement encore bien plus difficile pour des Amérindiens qui n'en côtoient que très rarement. Cela est amplifié par le fait que les cavaliers espagnols, on l'a dit, sont ceux qui sont les mieux protégés dans leurs armures. Et ainsi, à Otumba, en 1520, une quinzaine de cavaliers espagnols seulement suffisent à percer le centre de l'armée aztèque et ces cavaliers vont s'en prendre directement aux officiers supérieurs de l'armée aztèque, les tuer et provoquer la déroute de l'armée. Le cheval, du coup, chez les Aztèques, devient un guerrier tout autant que son cavalier. Et les chevaux, eux aussi, sont tués rituellement par les Amérindiens, notamment par les Aztèques, lorsqu'ils sont capturés sur le champ de bataille. Et enfin, d'une manière générale, l'utilisation des animaux sur le champ de bataille en Amérique montre également un écart culturel. Les Espagnols utilisent par exemple des chiens au combat. Les molosses sont utilisés au combat depuis l'Antiquité et ils sont particulièrement efficaces contre l'infanterie légère. Chez les Aztèques, l'élevage d'animaux domestiques c'est considéré comme une activité plutôt pour les femmes dans le foyer, pas une activité valorisante pour un guerrier qui va aller sur le champ de bataille. Néanmoins, les Aztèques utilisent avec parcimonie d'autres animaux. Alors, sachant que c'est relativement rare évidemment, mais que ça a beaucoup marqué les esprits, ce sont notamment les frelons. Certains combattants aztèques étaient réputés pour justement être capables en fait de jeter des nids de frelons au combat. Donc souvent c'était des combattants qui étaient reconverts debout pour ne pas être piqués et qui essayaient de jeter les nids de frelons sur l'armée en face
en sachant que bon, c'est quand même relativement marginal puisque c'est peu commode à transporter et à utiliser, ça peut vite se retourner contre soi, mais l'effet de surprise peut néanmoins s'avérer quand même assez intéressant, et notamment puisque c'est des insectes qui peuvent passer sous les armures. En sachant que du coup, le véritable danger pour les combattants espagnols, hormis celui d'être en trop grand sous-effectif par rapport à l'armée en face, c'est surtout de se faire surprendre avant d'avoir pu se déployer et faire parler leur redoutable efficacité tactique. Et si cela arrive, les Espagnols peuvent compter sur un dernier atout qu'ils ont dans leur manche, l'aspect psychologique, qui là aussi témoigne d'un choc culturel, c'est l'intériorisation d'une forme d'infériorité chez les Aztèques. Les Espagnols jouent avec leur image et avec la terreur qu'ils propagent, puisque l'étranger inquiète, l'étranger intrigue. Mais les Espagnols, eux, baignent dans un nouveau continent avec sa propre population, et donc les Espagnols sont tout à fait habitués aux populations locales. Mais le contraire est bien plus rare. À savoir que tous les conquistadores ont vu des Amérindiens avant une bataille, mais tous les Amérindiens n'ont pas vu d'Européens avant de les affronter. Et ça vient se corréler avec un événement qui est heureux pour les Espagnols, à savoir une sorte de mode qui touche l'Empire aztèque à partir des années 1510, avec des prophéties comme quoi les cités et les peuples aztèques seraient détruits. Ce qui mène à une impression chez une partie de la population de l'Empire aztèque que justement la conquête des Espagnols est cet événement simultané qui est en train d'apporter la destruction. Et donc évidemment, ceux qui y croient devaient, à n'en pas douter, être influencés et apeurés déjà avant la bataille, en sachant que voilà, même si tous les combattants ont peur sur le champ de bataille, c'est évident, il ne faut pas négliger cet impact psychologique. Mais il ne faut pas négliger non plus l'image que pouvaient renvoyer les guerriers aztèques auprès de leurs homologues espagnols. Des guerriers qui étaient réputés pour leur férocité martiale, pour leur cruauté, pour leur pratique du sacrifice humain, voire du cannibalisme, et en sachant que l'armée aztèque et son système d'uniforme trophée, c'est une preuve ambulante de son efficacité. Donc ce choc psychologique ne doit jamais être sous-estimé en histoire militaire, notamment lorsqu'on en parle au niveau du combat en mêlée. Donc les Européens n'étaient pas toujours préparés à ça pour autant. Les deux camps ont eu peur, c'est normal, mais les faits semblent montrer que les Espagnols ont su résister un peu plus longtemps que leurs adversaires sur le champ de bataille. En conclusion, que pouvons-nous dire? Eh bien, les échanges culturels ont été nombreux en Amérique suite à la colonisation progressive du continent. Et sur ce territoire, le champ de bataille représente un échange culturel. Des mots de langues différentes, des corps de cultures et de religions différentes viennent s'entrechoquer en superposition aux armes. C'est intéressant de noter les similitudes qui peuvent exister entre ces deux cultures qui ont évolué en autarcie, l'une de l'autre pendant plusieurs millénaires, mais néanmoins, il y a de nombreuses différences qui ont justifié ce sujet de conférence. Et au final, eh bien, l'un de ces modèles, l'espagnol, a triomphé de son homologue, le modèle aztèque. Cela est dû à certaines différences, mais aussi à cause d'un contexte et d'une succession d'événements et de décisions qui ont été favorables aux Espagnols et qu'ils ont su rendre favorables à leur cause. L'Espagnol a certes peut-être été un peu meilleur que son adversaire, mais c'est surtout que le combattant aztèque était moins préparé à son ennemi à cause de facteurs exogènes. Quoi qu'il en soit, eh bien, le choc du combat n'est pas celui qui a servi le plus pour permettre la domination de l'entité coloniale sur les peuples autochtones. Si la conquête a pu se faire si rapidement, c'est notamment pour d'autres raisons. La première, que je vous conseille encore une fois de regarder, on la retrouve très bien dans la série Conquistador Adventum. Notamment dans cette série-là, cette particularité est mise en exergue avec le personnage de Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda qui est un conquistador qui était réputé en fait pour sa grande fourberie et sa cruauté. À savoir que les Espagnols en fait ont réussi à utiliser leur ruse et à la corréler avec une grande habileté diplomatique. Leur perspicacité leur a permis en fait de s'intégrer dans les tensions locales et leur a permis de se faire des alliés pour monter l'Empire aztèque contre lui-même. Mais c'est surtout à cause d'un autre choc à dimension physique que la colonisation de l'Empire aztèque a pu être possible aussi rapidement, c'est le choc qui est dit microbien, avec donc des épidémies qui ont fait bien plus de morts dans les rangs des populations amérindiennes que le combat. C'est surtout la maladie qui a conquis l'Amérique, ni le pain, et non pas le fer ou la poudre de l'Espagne. Et donc, sans surprise, on peut terminer sur une touche d'actualité qui est un petit peu polémique. Eh bien, en l'espace de 30 ans,
pour la seule raison qu'elle n'avait pas accès à ce qu'on appelle le vaccin, né en Europe évidemment bien plus tard, l'Amérique amérindienne a cessé d'être face à des épidémies comme la variole ou la typhoïde qui ont littéralement ravagé, voire même quasiment anéanti des villages, des villes, des populations entières. Je vous remercie pour votre écoute.